c'est drôle, tu disais, pour permettre de faire connaître nos travaux, moi, ma démarche a été de m'adapter aussi au tien, donc de creuser un chantier, ou disons creuser une intuition que j'ai jamais eu la chance de creuser auparavant, puis qui s'articule autour une anecdote avec laquelle je vais commencer. Hein. J'étais à peu près donc étudiant au bac ou à la maîtrise, je travaillais dans un grand projet de recherche où est-ce que j'avais la tâche un peu ingrate de lire des microfiches pendant tout l'été. Donc, je lisais toutes les revues, tous les journaux acadiens, donc de 1959 à nos jours. Donc, je faisais juste les passer les uns après les autres, puis je cherchais des propos sur la littérature. On était dans un grand projet de sociologie. Puis je me souviens dans les années 90, et là, il faut me croire sur parole, je n'ai pas retrouvé l'article en question, puis je ne vais pas retourner dans les microfiches. J'étais tombé sur un article qui était la fondation des éditions La Grande Marée, une maison d'édition donc acadienne qui existe encore aujourd'hui. Puis cette maison d'édition était présentée comme étant contre la censure des grandes maisons d'édition. Et ce qu'on y présentait, c'était l'idée que des auteurs, sous le cachet qu'il n'y aurait pas de talent, était refusé par des maisons d'édition. Et c'était de la censure. C'est présenté comme de la censure. Donc, les éditeurs légitimes rejetteraient des gens sur la base du goût. Et ce rejet sur la base du goût est interprété non pas seulement comme quelque chose de qualitatif, mais quasiment comme quelque chose de moral. Et l'édition de la Grande Marée disait, ben, nous, on va publier tout le monde. En fait, on va publier tout le monde qui veut bien publier. On va laisser la voix à ces sans-voix-là. Grande Marée n'est pas allé au bout de l'exercice. D'autres maisons d'édition, après ça, ont repris le geste et ça crée, notamment donc, en Acadie, mais on a le modèle d'affaires ici, des maisons d'édition, donc d'auto-édition. En gros, c'est-à-dire si on accepte tout le monde, on a besoin d'argent. Si on a besoin d'argent, ben, toute la personne qui paie. Et ça crée donc cette idée qui est très présente dans certains cercles, que l'auto-édition est la véritable façon de publier de façon libérale, donc à l'extérieur des normes de censure, entendu ici comme la censure est entendue non pas comme un geste, disons, gouvernemental, un geste de pouvoir, mais simplement donc un geste éditorial qui cache une norme esthétique, qui cache l'éthique derrière une norme esthétique. C'est tout l'idée que je vais essayer de développer avec vous aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai fait lire donc deux textes un peu théoriques, ou disons deux textes de nature un peu plutôt théorique, parce qu'au fond, la question qui m'intéresse, c'est une question sans corpus. C'est est-ce que le geste de l'éditeur, c'est un geste de censure? Est-ce que l'éditeur censure ou est-ce que l'éditeur fait simplement un travail professionnel de choix? Pour pouvoir développer cette perspective-là, ben, je vais devoir asseoir un certain nombre d'éléments qui sera ma problématique, mais notamment un élément qui, je crois, bon, je sais que vous êtes déjà penché, que ce soit au bac ou probablement dans le séminaire depuis le début de la session, je vais devoir m'arrêter sur la notion d'autonomie littéraire. Qu'est-ce que l'autonomie littéraire et qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça rend possible comme conception de la censure? C'est pour ça que je voulais expliquer le texte de Jacques Dubois, parce que c'est un texte bon, qui ne s'arrête pas vraiment très longtemps sur l'autonomie littéraire, mais qui en parle juste assez pour qu'on saisisse son fonctionnement en regard des littératures qu'il nomme minoritaires. Et je pense que donc c'est une bonne porte d'entrée pour penser cette censure historique. Donc, l'autonomie littéraire, on peut la représenter de différentes façons. Il y a différents schémas qui existent sur Google Images. Vous savez, mon amour pour Google Images, c'est ma façon de faire mes PowerPoint de façon un peu aléatoire. J'en ai pris une qui était celle-là. Donc, l'idée de l'autonomie littéraire est assez simple, mais je vais quand même l'expliciter pour qu'on soit tous à la même page. L'autonomie de la littérature, c'est un concept qui a été développé en sociologie pour lire le fait que la littérature, finalement, se distingue, donc s'auto-définit, autodéfinit ses propres critères des autres sphères de la société. Qu'est-ce que ça veut dire de façon concrète et grossière? La littérature peut se mettre, disons, à l'extérieur des règles et des critères de la société générale pour créer ses propres règles et ses propres critères. C'est ça l'idée d'autonomie.
Ces critères sont faits par des pairs, sont faits par une institution qui est gradée entre l'écrivain ou le proto-écrivain jusqu'au professeur d'université. C'est ça l'idée donc de la gradation institutionnelle telle que construite dans l'analyse de l'institution, notamment développée par Jacques Dubois, mais aussi par Pierre Bourdieu. Donc, cette idée d'autonomie littéraire avec ses propres critères, qu'est-ce que ça fait de façon tangible? C'est que ça soustrait le texte littéraire euh, au jugement, par exemple, moral de l'État, hein, ou du jugement moral et religieux, de l'Église, de n'importe quelle forme de religion. C'est pour ça que Bourdieu, quand il a pensé la définition des champs littéraires, quand il a pensé l'arrivée de l'autonomie, il arrête 1857 comme date, une date sur laquelle je pense que c'est sans doute arrêté dans le cadre du séminaire. Donc, les grands procès contre Flaubert, contre Baudelaire. Donc, cette idée où est-ce que la littérature, finalement, réussit ou, disons, dans le discours social, fait valoir l'autonomie de ces critères contre d'autres critères. Cette, cette autonomie, qui est toujours relative, hein, crée ce que Jacques Dubois nomme un arbitraire relatif, c'est-à-dire qu'on développe nos propres critères, on étant l'institution littéraire. Donc, c'est drôle de dire on, si j'étais. Mais oui, je suis partie de. Je fais partie de l'institution littéraire et j'ai le regret de vous annoncer que vous aussi, étudiant en lettres, hein, on fait partie des clubs qu'on ne sait pas, je vous l'annonce. Donc, cet arbitraire relatif, c'est des critères donc qui sont toujours un peu arbitraires, hein, comme l'idée le suggère, mais ça s'appuie sur une forme d'axiologie qu'il nomme donc l'esthétique, une esthétique qui cacherait l'éthique ou disons qui gommerait l'éthique. Donc, à partir du moment où la littérature est autonome, l'idéal dont elle se targue de toute façon, c'est que les jugements esthétiques ont la primauté, ont plus d'importance que les jugements éthiques. Les jugements éthiques disparaissent derrière les jugements esthétiques. En gros, hein, la forme prime sur le fond, pour le dire de façon un peu outrancière encore une fois. Et ça, donc, du début de l'institution jusqu'au bout de l'institution, qui est au moment où vous arrivez en études littéraires et que vous faites un mémoire en études littéraires ou une thèse en études littéraires. Là-dessus, pourquoi je vous parle de ça? Hein? Donc, c'est pas juste pour vous apostropher, mais c'est pour pouvoir introduire une citation de Terry Gilton que j'aime particulièrement. Là, ceux qui connaissent pas avec moi le savent. Donc, Terry Gilton qui vous dit dans Critique et théorie littéraire, tout ce qui est demandé dans l'enseignement supérieur, c'est de savoir manipuler un certain langage de façon adéquate. Être diplômé en études littéraires signifie être capable de parler et d'écrire d'une certaine façon. Vous pouvez penser ou croire ce que vous voulez aussi longtemps que vous vous exprimez dans ce langage particulier. Donc, ici, hein, ce que Eggleton reproche ou s'y présente, c'est cette idée que l'esthétique, la forme, prime sur le fond. Et c'est de cette absence d'idéologie, hein, cette forme qui est construite comme une absence d'idéologie. On n'est pas idéologique. Hein, nous, ce qu'on aime, c'est la beauté. Ce qu'on aime, c'est les bons textes. On n'est pas idéologique. Donc, cette absence d'idéologie a été dénoncée donc, de différentes façons. Puis Eggleton le fait de façon assez intelligente dans son essai. Donc, je pense que j'ai un peu présenté la question de l'autonomie, donc cette idée que l'esthétique prime sur l'éthique dans un idéal, ou disons l'esthétique cache le jugement éthique, ce qui fait en sorte que, et peut-être que vous le saisissez de cette façon-là, parler de censure éditoriale comme étant le geste que fait l'éditeur en refusant un manuscrit jugé moins bon, euh, c'est un peu frauduleux, hein, parce que ce n'est pas de la censure, c'est du professionnalisme. L'éditeur fait son travail d'éditeur en fonction des critères qui sont ceux de la littérature. Il n'est pas idéologique, il est dans l'esthétique. Donc, c'est cette question-là que je vais vouloir creuser, que je vais vouloir interroger avec vous pour penser finalement le geste de l'éditeur, ce geste esthétique, comme un geste de censure. Et qu'est-ce que ça signifie penser ce geste-là comme un geste de censure? Qu'est-ce que ça rend possible? Qu'est-ce que ça rend intéressant? Puis est-ce que c'est valide et valable? Est-ce que c'est valide et valable de penser la censure de l'éditeur comme de la censure? Je ne me donnerai pas la position de la personne qui va trancher, on verra durant la discussion tout à l'heure, parce que vous l'avez compris, tout c'est embryonnaire en recherche, donc plutôt une hypothèse que je veux mettre à votre attention.
Donc, nul si refusé, c'est le titre de ma présentation. On peut le lire de deux façons, hein. Nul si refusé, c'est si vous êtes refusé par l'éditeur, vous êtes réputé nul, hein, vous n'êtes pas bon. Je n'ai pas été publié, mon roman n'est pas bon, j'ai été refusé. Et aussi, c'est annuler une parole de façon radicale, hein. Une personne qui n'est pas publiée est annulée, puis c'est une annulation, disons, qui ne fait pas de bruit, hein. C'est l'annulation qui fait fonctionner les institutions littéraires. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont non publiées que sont publiées, et peu de personnes parlent alors de sens. Donc, c'est un peu cette bicéphalité qui va guider ma lecture aujourd'hui. Donc, je vais présenter rapidement le texte de Dubois et ensuite le texte de Ricard. Et enfin, donc, je vais m'arrêter encore plus rapidement sur le texte de Doré, laissant la porte plutôt à la discussion pour parler du texte de Doré pour différentes raisons, notamment une raison de temps. Donc, Dubois. Dans son texte, Dubois s'arrête sur les littératures minoritaires, hein. Il en présente quatre et il présente ces littératures minoritaires comme étant ces productions exclues du champ de la légitimité. On peut dire qu'un texte non publié est radicalement exclu du champ de la légitimité, hein. Quelqu'un qui, disons, a un manuscrit en feuille volante qui vous donne, vous sentez bien qu'il n'a pas la légitimité de l'institution littéraire. Il peut en avoir une autre, mais peut-être de l'institution littéraire lui manque d'une certaine façon. Ce que je vais faire avec vous, c'est pas m'arrêter dans le détail sur le texte de Dubois, puisque vous l'avez lu. Je vais m'arrêter sur des aspects du texte de Dubois, mais ce sera plutôt de penser les quatre formes de littérature minoritaire qu'il présente, donc régionale, donc la littérature proscrite, la littérature sauvage et la littérature de masse, pour pouvoir voir comment est-ce que la censure de l'éditeur serait lisible dans ces formes-là. Je vais apporter des exemples avec lesquels donc, on pourra après ça raisonner ensemble. Il y en a une seule, disons, qui me semble un peu moins intéressante, c'est la littérature régionale, dans l'optique parce que c'est assez rare que, disons, on pensait la censure éditoriale du point de vue de la littérature régionale. Quoique, hein, un exemple que j'aime, sur lequel je me suis souvent arrêté, c'est celui du refus que Pierre Tisser a envoyé, lettre de refus que Pierre Tisser a envoyée à Régent Ducharme. Donc, Pierre Tisser, éditeur important au Cercle de Livres de France, il refuse le premier roman de Régent Ducharme. Sur la base de quoi? Sur la base que c'est plein de fautes d'orthographe, c'est mal écrit, la copie n'est pas belle, je pense qu'il y a des parties écrites à la main. Donc, il refuse sur cette base-là, donc sur une base, disons, normative et orthographique, alors que, vous savez, Régent Ducharme est publié pas très longtemps après chez Gallimard et devient donc une figure mythique importante de la littérature québécoise. Donc ici, on a une forme de censure éditoriale, celle de Pierre Tisser, qui est une censure régionale selon donc, des normes particulières qui sont les normes de Mavroukakis. Catherine Mavroukakis les nommait les faiseurs de dictée, que sont les Québécois. C'est-à-dire, on va toujours s'intéresser plus aux gens qui sont capables de faire de l'orthographe, aux gens qui sont capables de faire une réflexion philosophique. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une bonne orthographe va être supérieur à la personne qui a un fond. Philosophique. C'est pas moi qui le dis, c'est Mavroukakis, et elle le dit de façon ironique, évidemment. Je ne pense pas que c'est une position ferme. D'autant plus ironique que ça se retrouve dans un roman. Bon, c'est pas le ici. Donc, on retrouve cette idée-là, donc une censure éditoriale, dans ce refus de Régent Ducharme, mais de façon inversée. Pourquoi je dis inversée? C'est que généralement, le centre refuse la périphérie sur la base d'une adéquation au code littéraire. Là, c'est l'inverse, c'est la périphérie qui refuse quelque chose qui sera accepté par le centre sur la base d'une normativité qui est différente de celle du centre. Qu'importe, donc c'est l'aspect que je mets un peu de côté pour me concentrer sur les trois autres. Avant de me concentrer sur les trois autres, je m'arrêterai un temps sur une citation de Jean Dubois, qui est celle sur laquelle donc, je voudrais mettre en exergue. Donc, Dubois nous dit « La règle d'autonomie qui préside à la littérature agit comme garantie de la liberté d'expression. Cependant, l'institution a ses contraintes propres, qui sont de l'ordre de l'orthodoxie esthétique et de son arbitraire, comme aussi de certains types de rapports de pouvoir entre instances, groupes et agents. » Vous voyez, j'ai souligné l'orthodoxie esthétique parce que ça me semble assez intéressant et assez important pour envisager ce concept, cette notion de censure éditoriale. Parce que Dubois, disons, n'est pas tout à fait dupe, hein, c'est-à-dire que pour lui, l'orthodoxie, une orthodoxie idéologique, bon, c'est l'évidence même, hein, une orthodoxie idéologique qui empêche des textes de paraître et d'exister,
Mais il la marie ici à une pensée d'une orthodoxie esthétique qui lui est homologue, hein, donc c'est-à-dire il existerait aussi l'orthodoxie esthétique qui prend pour centre la notion esthétique de la qualité pour juger les textes. Et c'est une forme donc de critère effectivement normatif qui agit. Euh, donc, peut-être pour reprendre cet esprit-là, puis simplement donc pour que je m'assure que vous soyez bien avec moi, avec le petit paradoxe sur lequel s'appuie la censure éditoriale. En fait, ces petits paradoxes, c'est d'autant plus complexe à saisir que le paradoxe est tout petit. Donc, pas vraiment un paradoxe, c'est un petit non-sens. C'est sur ce petit non-sens que je fais ma présentation, donc c'est quand même important qu'on s'entende là-dessus. Euh, L'autonomie littéraire, d'une certaine façon, se fonde contre l'idée de la censure. L'autonomie littéraire euh, suppose que son geste de tri, son geste de choix, hein, ce qui est au cœur de l'institution littéraire, elle trie et elle choisit ce qui sera légitime, ce qui passera dans le temps, ce qui doit exister. Son geste de tri, son geste de choix n'est pas de la censure. Il est du choix autonome et littéraire. Donc, dire qu'il existerait quelque chose comme la censure éditoriale, c'est quand même travailler un oxymore, c'est travailler un paradoxe, puisque c'est précisément contre la censure qu'existe cette autonomie, y intégrer la censure crée un non-sens, crée un hiatus. Ce hiatus-là, on le verra, il est intéressant parce qu'il nous permet de lire des situations. Il n'est pas intéressant parce qu'il nous amène aussi à nous positionner comme si on voulait condamner cette censure éditoriale, alors que cette censure éditoriale est au cœur du fonctionnement même de la littérature. Est-ce qu'on est bien prêt à le condamner? Est-ce qu'on est prêt à mettre tout sur le même pied en disant ben, toutes les paroles sont égales? Je ne suis pas sûr non plus. Donc, je voulais juste mettre la table pour m'assurer que tout ça est clair avant de faire le pas suivant. Censure éditoriale, c'est pas moi qui ai inventé le terme, je le retrouve chez Claude Lebuy. Claude Lebuy qui a publié donc un mémoire sur le sujet, dont un compte rendu, donc une présentation plus brève de son mémoire se retrouve dans Moebius, vous avez la notice. Donc, il utilise le terme censure éditoriale qu'il définit ainsi. L'éditeur, tel le censeur romain, reprend le texte d'un écrivain, non en le blâmant publiquement, mais en le refusant ou en le modifiant avant publication. Vous voyez ici, il n'y a pas de nuance dans sa présentation. Un éditeur est un censeur par son geste. Voilà tout. Un des exemples que donne Le Puy, qui donne quand même, qui nous permet de mieux comprendre sa pensée, c'est quand il dit le style, hein, vous voyez ici, le style est la censure interne de l'écriture. Donc, bien écrire, c'est une censure interne de l'écriture. Et il réfléchit donc cette notion-là, notamment avec un monologue important qu'on retrouve dans Les Oranges sont vertes de Claude Gauvreau, où un personnage donc, accuse l'éditeur et tout le contrôle de la langue d'être une censure. Bon, on comprend bien que Claude Gauvreau vient de l'automatisme, une forme de surréalisme, et l'idée de censure, comme on trouve en psychanalyse, le concept de censure en psychanalyse, qui est ce qui refoule et trie l'information, est au cœur de la pensée de Gauvreau, mais est au cœur aussi de ce que Le Buy en tire pour une pensée plus sociologique, c'est-à-dire qu'il y a un tri normatif, un tri institutionnel, et ce tri-là mérite qu'on l'appelle et qu'on le nomme censure. Donc, ça c'est le portrait théorique que je voulais mettre en place avec Dubois. J'en viens maintenant à trois exemples qui ont pour but, non pas de sortir complètement de Dubois, garder Dubois en tête, mais disons de l'illustrer et de le faire parler, hein. Donc, ces trois exemples, c'est Patrick Thiard, Maxime Olivier Moussier, est-ce que vous l'avez vu déjà dans le séminaire? Non. Non? Non, je te le dessin. Merci. J'ai mon petit Maxime Olivier. Et donc, Martin Michaud. Les trois cas sont vraiment très différents, vous verrez. Dans les trois cas, on peut se demander est-ce de la censure, est-ce de la censure éditoriale, et c'est même l'enjeu des prises de parole de ces auteurs. Donc, Patrick Thiard. Je vais aller rapidement, mais vous pourrez me poser des questions. Mais donc, Patrick Thiard est un écrivain, un intellectuel. Il est plutôt connu pour sa thèse de doctorat, qui avait fait un certain bruit à l'époque, donc de Barthélemy aux écrivains négatifs, qui est une thèse donc sur laquelle il s'arrête sur les figures des écrivains qui n'écrivent pas ou qui font de leur silence
leur résistance à quelque chose, notamment à l'institution littéraire et à sa norme. Pour Piard, donc, c'est une position philosophique, une conception même de la littérature qui est défendue par le silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en gros, il s'arrête sur des écrivains qui n'ont pas d'œuvre, qui n'ont que leur persona pour se dire écrivain, ou des écrivains qui cessent d'écrire, ou des écrivains qui vont se débarrasser de leur œuvre ou qui vont la rendre invisible. Cette position pour Thiard sert à dénoncer l'institution littéraire. Et plus tard, dans son autre livre, Existe-t-il une littérature québécoise contre les chefs persantes? Il ne va pas seulement s'attaquer à l'institution littéraire, il va s'attaquer précisément à ce qui a remplacé l'institution littéraire pour Thiard, c'est-à-dire l'industrie du livre au Québec, et ce qu'il nomme les médias, hein, donc les médias qui remplacent le jugement critique. C'est d'ailleurs publié aux éditions Rue d'Orion, une maison d'édition aux accointances un peu anarchistes, qui publie plein de textes assez intéressants, et ce texte-là. Donc, comment est-ce qu'on peut envisager ici une forme de censure éditoriale? C'est que Thiard s'arrête dans son essai, en plus donc de dénoncer différents problèmes qu'on trouve en littérature québécoise, il s'arrête à la défense de des auteurs qui, ou bien ont été rendus inaudibles par l'édition littéraire québécoise, qui n'ont aucune place, personne n'en parle, c'est comme si leur livre n'existait pas, mais aussi des auteurs qui n'ont pas publié, dont les textes sont restés dans l'inédit parce que l'institution littéraire, l'industrie du livre, n'aurait pas pu les recevoir parce qu'ils sont trop anticonformistes et leur forme elle-même ne répond pas aux attentes. Et que leur forme ne répond pas aux attentes, qu'ils soient, disons, de mauvais goût, mal écrits, un peu tout croche, en fait en sorte qu'ils ont été, d'une certaine façon, censurés par l'institution. C'est un peu ce que présente, c'est la thèse principale plutôt de Thiard. Donc, il s'arrête sur des écrivains, je vais vous les nommer. Il y a des bonnes chances que vous ayez entendu jamais aucun de ces noms, et ce qui va dans le sens de l'argument de Thiard. Donc, Jean-Leduc, Yvon Boucher, Jean-Pierre Eisenhout, ou André Baudet, ou la revue C'était caché. Peut-être que la revue C'était caché vous dit quelque chose, c'est un collectif, mais c'est une revue, donc, justement, un peu sous le manteau, avec un caractère non conformiste et non officiel. Donc, quand il parle de ces écrivains, il dit que ce sont ceux qui ont fui cette littérature, qui ont désavoué plus ou moins marginalement et plus ou moins fortement l'ordre officiel et ses diagnostics imposés, et qui, pour cette raison, étaient voués à la clandestinité ailleurs, ou qui est livrés à un silence qui les engloutissait. Donc, vous voyez ici, si on se raccroche à Dubois, on est dans une littérature qui se définit ou qui se présente comme étant proscrite. On est devant des proscrits, mais des proscrits qui ne sont pas juste proscrits du point de vue moral, mais qui semblent ici proscrits aussi du point de vue de l'écriture, du point de vue de leur adéquation aux attentes de ce qu'est la littérature, ou une littérature ici, c'est-à-dire la littérature québécoise. Donc, premier exemple assez évident, mais exemple aussi interrogeant. Deuxième exemple, qui est mon préféré parce que là, il s'accroche vraiment à un texte, ou un texte donc, sur lequel on va pouvoir se pencher ensemble, c'est le cas Maxime-Olivier Moutier. Vous connaissez l'auteur? Donc, un écrivain qui a eu un immense succès, et là, j'ai le droit de le mettre au passé puisque tout le monde dit ne pas le connaître. Donc, un immense succès dans les années 90 et 2000, un écrivain d'autofiction qui c'est aussi distingué par ses polémiques, par un nombre assez important de polémiques, desquelles il jouait, par ailleurs, dans les années 2010. La dernière polémique en place, elle semble être involontaire, celle-là, se trouve donc autour de la publication d'un livre nommé Miscellanée, un livre qui aurait dû être de 500 pages, constitué de différentes vignettes au jeu d'opinion, de position de l'auteur Moutier sur Israël, sur le nanisme, sur les gros, sur les distinctions de race, etc., etc. Donc, on sent déjà le caractère sulfureux du livre. Or, le livre n'est jamais paru. Parce que, donc, et voilà la polémique, Maxime-Olivier Moutier, un bonjour sur les réseaux sociaux, dit que la relation éditoriale est rompue avec Qui numéro 5, donc une collection d'XYZ éditeurs, parce qu'on lui a demandé d'enlever des parties de son manuscrit, et donc il a été objet de censure et qu'il ne peut plus avancer avec confiance dans le travail de ce manuscrit.
Ça fait boule de neige, on est en 2021, pas longtemps après l'affaire Lieutenant Duval, pas longtemps après différentes affaires, j'imagine, sur lesquelles vous êtes arrêté dans le cadre du séminaire ou dont vous avez entendu parler. Et donc, dans ce contexte-là, il y aura des articles dans Radio-Canada, dans la presse, ou aussi dans le Journal de Montréal et dans le Devoir. Et c'est sur l'article du Devoir que je voudrais m'arrêter peut-être pour l'illustrer, hein, pour vous montrer les positions en regard de ça, pour montrer comment est-ce qu'on veut positionner différemment la censure, c'est-à-dire on situe la censure du point de vue moral ou on situe la censure du point de vue éditorial selon le point de vue qu'on adopte sur la chose. Donc, la première citation ici, elle est de Maxime-Olivier Moutier, c'est dans le Devoir. Donc, il dit, il y a une différence entre travailler un manuscrit et le censurer. C'est mon 13e livre. Je sais ce que c'est un travail d'édition. C'est travailler ou couper les longueurs, les répétitions, les passages moins pertinents. Mais quand on s'attaque aux idées, c'est de la censure, d'après moi, explique l'auteur au Devoir. Donc, vous voyez ici, il reconnaît l'autonomie littéraire en Moutier en disant, au fond, il y a un geste qui n'est pas de la censure, qui est travailler le texte, attaquer les longueurs, donc travailler pour la qualité du manuscrit. Et il y a un autre geste qui dépasse cette autonomie, qui est de la censure, une censure morale. Je suis victime, dit-il, de cette censure morale. L'éditrice d'XYZ rétorquera, hein, c'est la deuxième citation que vous avez ici, donc la directrice littéraire d'édition XYZ a pour sa part une lecture très différente de cette histoire. Pendant le processus éditorial, des mots sont coupés, des phrases sont coupées, des chapitres entiers parfois tombent. Ce n'est jamais de la censure, c'est une démarche éditoriale normale entre un éditeur et un auteur. Le livre de M. Moutier était encore en travail, selon elle, même si une date de publication était déjà arrêtée. Certains passages du manuscrit, considérés comme problématiques dès le début du processus, n'étaient pas prêts à être diffusés tels qu'elle estimait. Donc, vous voyez ici, on cache, on détourne l'enjeu moral vers un enjeu de travail, le travail d'édition, le travail sur le texte. Une manière, finalement, de ravaler une censure morale vers une censure qui serait éditoriale, mais qui serait légitime, donc dans un champ autonome de la littérature. Il ira plus loin, hein, c'est la dernière citation de cet exemple. On peut aborder avec intelligence, subtilité, doigté, nuance et art toutes les questions au monde, dit-elle, hein, c'est l'éditrice qui parle, mais c'est normal que les questions plus sensibles demandent aux éditeurs de faire preuve d'exigence par rapport au traitement. Je voudrais mettre l'accent, je l'ai mis en gras, sur le avec. On peut aborder avec intelligence. On revient à cette idée de forme. Hein. On peut aborder tous les sujets. Moralement, éthiquement, on peut le faire, mais il faut le faire avec la bonne forme. Une autre manière, finalement, de détourner l'idée de censure morale pour dire que non, c'est une censure éditoriale. On est dans le travail d'édition, dans un travail formel. D'ailleurs, en parallèle de cette polémique, Pierre Hébert, que vous avez reçu, je pense, dans le cadre du séminaire, a dit que c'était effectivement symptôme de la censure woke, cet état-là, avec quoi ce petit Rocher était d'accord. Elle a écrit donc toute une chronique sur le constat. Je ne sais pas les coulisses, hein, je ne connais pas le détail, et le livre n'existe pas, donc difficile à dire. N'étant pas moi-même l'adepte de l'écriture de Maxime-Olivier Moutier, je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait ne pas avoir aimé ce qu'il a fait, mais on ne peut pas le savoir. Et l'intérêt ici, c'est vraiment l'intérêt du discours social, de voir comment ça s'organise, comment les oppositions s'organisent et comment on ne veut pas être positionné comme le censeur moral, parce qu'alors ça délégitime le travail de l'éditeur. L'éditeur est non légitime de censurer moralement. Et l'auteur veut être censuré moralement, c'est-à-dire il veut faire valoir qu'il est censuré moralement, parce que sinon, qu'est-ce qui lui reste? C'est d'avoir été nul, hein? D'avoir fait un livre mauvais, qui n'était pas terminé et qui demandait encore du travail. Donc, il n'y a pas d'autre avenue, puisque la censure éditoriale est tellement naturalisée, hein, c'est-à-dire est tellement cachée comme censure, qu'au fond, être l'objet de cette censure, ça ne donne aucun gain, dans les styles littéraires. Donc, pour parler avec les termes de Dubois, Moutier avait tout intérêt à se présenter comme un proscrit. Il devait se présenter, se défendre comme un proscrit et exister en tant que proscrit pour avoir de la valeur dans le procès. Le dernier exemple est un peu différent et beaucoup plus limite. Hein. J'ai cherché très longtemps des citations qui allaient dans le sens de mon observation. Je n'en ai pas trouvé. Donc, vous me croyez sur parole ici.
Martin Michaud, écrivain reconnu de romans policiers, hein, qui a publié donc, plusieurs livres qui ont fait l'objet de téléséries, qui ont fait l'objet de films. Est un écrivain qui a été donc un peu une fulgurante, hein, qui a été très rapidement présenté comme étant le roi du polar au Québec. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Martin Michaud? Oui. Donc, hein, Martin Michaud, plus grand, qui est Maxime Olivier Moutier dans cette classe, je prends des notes. Donc, Martin Michaud, en 2013-2014, a fait une série de conférences, j'ai cité quelques-unes. C'est sur la base de ce souvenir que vient mon observation. J'ai cherché donc dans les entrevues qu'il a faites au même moment pour voir s'il était aussi radical à ses observations. Il était beaucoup moins. Donc, je vais essayer de rendre justice aux propos officiels qu'il a donnés et après ça, présenter mes souvenirs. Donc, Martin Michaud, pour présenter sa naissance comme écrivain de polar, raconte répétitivement, donc, dans ses conférences comme dans ses entrevues écrites, qu'il a été refusé par des maisons d'édition légitimes dans des collections dites blanches. L'opposition collection blanche, collection noire, là, ici, l'opposition polar, littérature légitime. Et donc, il a été refusé, et ce refus-là, dit-il, l'a mené à écrire des polars, à être publié et à avoir d'immenses succès. Donc ça, c'est la version écrite des entrevues qu'on retrouve un peu partout de Martin Michaud, c'est-à-dire qu'il présente comme étant une bénédiction son refus par les maisons d'édition légitimes qui lui ont permis de naître comme écrivain de polar. Mon souvenir est un peu plus radical, hein, c'est-à-dire que mon souvenir, et peut-être que mon souvenir est faux, mon souvenir était quand même qu'il disait que les maisons d'édition légitimes n'ont pas reconnu quelque chose que les maisons d'édition populaires de grande consommation, eux, ont vu et que le public a embrassé. Il y a cette idée donc d'une censure éditoriale qui passerait de la littérature légitime et qui a laissé de naissance donc à ce que Dubois nomme le retour du refoulé social quand il parle de littérature de masse. Donc, c'est quelque chose qui aurait échappé, la littérature de masse, c'est quelque chose qui échapperait au contrôle légitime de la littérature et qui permettrait de voir autre chose, donc une forme de refoulé social qui ne s'adresse pas donc à l'élite ou à la forme légitime. On trouve d'ailleurs le même élément chez Patrick Sénécal dans une nouvelle qu'il avait écrite donc dans Crime à la librairie, là, où est-ce que c'est exactement la même présentation, où est-ce qu'un auteur de polar, dans une maison d'édition de polar, parle plus librement que l'écrivain légitime dans une maison d'édition légitime, comme s'il y avait donc cette censure de l'institution qu'on retrouve très bien dans l'opposition à laquelle je viens maintenant, c'est qu'on retrouve chez François Ricard, l'opposition entre l'écriture et la littérature. Parce que si vous avez bien suivi ma présentation jusqu'ici, je me suis arrêté dans le texte de Dubois, rapidement sur la littérature régionale, davantage sur la littérature proscrite, et maintenant sur la littérature de masse. Il en manque une hein, dans les 4 littératures minoritaires, et c'est les littératures sauvages, il y a un S, littérature. Désolé. Je ne vais pas me censurer là-dessus. Les fautes d'orthographe sont pas comme du charme, sont C'est une direction future. Oui, c'est ça, exactement. Donc, je voudrais parler des littératures sauvages avec François Ricard parce qu'il me semble que c'est, dans ce que Dubois ouvre comme porte dans cette catégorie, se pose quand même la grande question de comment analyser ce corpus qui n'existe pas. Alors, parce que c'est ça l'idée de littérature sauvage. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus évident avec le numérique, c'est-à-dire qu'il y a plein de blogs, de positions, etc. Et donc, ce foisonnement de textes non édités qui ont fait l'objet d'aucune barrière existe d'une certaine façon. Mais dans les années 90, qui est le moment où François Ricard écrivait, c'était quand même moins évident de trouver ce corpus-là. Et le texte de Ricard, donc, est important pour moi dans ce sens-là, c'est qu'il te donne d'emblée un regard, qui n'est pas celui du professeur qui analyse les textes, mais celui, donc, de l'éditeur,
qui se présente comme ayant un regard d'ailleurs complètement transparent et objectif, qui est capable donc de saisir cette littérature sauvage d'une seule bouchée et de la réduire donc à une petite typologie que vous avez pu lire. Donc, on pourrait dire que la littérature sauvage, dans la nomenclature que fait Ricard, c'est l'écriture, hein, comparée donc à la littérature, qui est, elle, est une forme de norme qui travaille à uniformiser la littérature sauvage. Puissance de la première citation, où est-ce qu'il se défend de faire de la censure? Il défend l'idée que la littérature censure quoi que ce soit, car il ne travaille que dans la qualité. Donc, que ceux qui craignent les possibles effets de censure exercés par les maisons d'édition se rassurent entre les manuscrits rejetés, d'une part, et la production des courants, c'est-à-dire des manuscrits publiés, d'autre part. Il existe certes une différence de qualité, mais sur le plan du contenu, de l'inspiration, de la forme même, l'écart est minime. Donc, encore une fois, parler de qualité, c'est évincer l'idée qu'il y a un choix qui est officier dans les manuscrits de point de vue moral, de point de vue de censure, puisqu'on ne fait que évaluer de façon même objective, ce qui suggère la position de Descartes, les textes qui sont là, et il n'y a pas de distinction de contenu entre les uns et les autres. Et quand même, je m'arrête sur cette idée d'objectivité d'un regard qui est assez intéressante dans les années 90 et qui peut-être est moins évidente aujourd'hui. Hein. Je pense à Mathieu Arsenault, par exemple, qui s'oppose à l'idée d'une littérature supérieure à d'autres littératures, au sens où est-ce qu'on donnerait un prix à une œuvre parfaite, alors que l'œuvre la plus intéressante, c'est l'œuvre imparfaite, l'œuvre gauche, l'œuvre mal écrite, qui révèle peut-être davantage sur notre monde que le chef-d'œuvre absolu. Donc, il y a une évolution dans la pensée, mais Ricard donc écrit depuis les années 90. Une autre citation de Ricard qui me semble assez intéressante. La prospérité ou l'inflation que connaît la production scripturale, donc le fait qu'il y a de plus en plus de textes soumis aux maisons d'édition, serait liée avant tout à une importante réduction des obstacles intrinsèques qui avaient pu jusqu'ici en limiter ou en régulariser le développement. Je dis obstacles intrinsèques pour désigner non les empêchements liés aux conditions sociales ou économiques, mais bien les inhibitions et les freins qui impliquent la pratique même de l'écriture créatrice. Qu'est-ce que ça signifie, cette réflexion-là? C'est l'idée, au fond, que la littérature est une norme intégrée hein, chez l'auteur comme chez l'éditeur. Et dès que la littérature diminue en importance, disons, de légitimation, en puissance de légitimation, bien là, les écritures peuvent se multiplier parce que les écritures n'auront pas l'inhibition de se taire. Hein. Donc, sur la base, ici, encore une fois, d'une notion de censure qui n'est pas très loin de la psychanalyse, hein, de créer une forme de refoulement, un refoulement de l'écriture. Ça s'accompagne de différentes études dans les années 90 autour des maisons d'édition, et ces études sont françaises, mais sur l'idée d'un boom de manuscrits reçus par les maisons d'édition en France à cette époque-là, bon, on n'explique pas, mais qu'on qualifie, qu'on quantifie plutôt, et ce boom d'édition fait en sorte qu'on doit convenir que les livres publiés par les maisons d'édition en France, ceux qui ont participé au sondage, parmi tous les livres qu'ils publient, seulement 5% viennent des envois postaux, à l'époque, envois postaux. Donc, 5%. Ce qui veut dire que 95% sont des écrivains du sérail ou des contacts. Donc, l'idée que cette censure-là agisse de façon très, très forte dans le tri des manuscrits devient un leitmotiv, disons, dans la réflexion des années 90. Et c'est un peu dans cette optique que Ricard pointe la situation. Dernière citation de Ricard. Le déversement sans fin de l'écriture est non le signe de la présence et de la vitalité de la littérature, mais plutôt un signe de son évanouissement. Bon, ça, c'est une grande hypothèse de Ricard. Le niveau baisse tout le temps dans son hypothèse, mais bon, je passe par-dessus. Donc, entre le désir d'écrire et sa réalisation, la distance qui interposait à la littérature tendrait à s'amenuiser, à se faire de plus en plus courte et facile à franchir. Les plumes, en un mot, ne tremblent plus. Ainsi, la littérature, je veux dire la littérature comme système normatif et comme objet de dessaisissement et d'admiration n'a jamais été chez nous qu'une valeur très précaire et incertaine. Et donc ici, c'est intéressant parce que ce système normatif que Ricard présente, c'est clairement une forme
une forme de censure acceptée, hein, une censure acceptée qui diminue en importance à une époque donnée. Donc, j'en suis à 40 minutes. Donc, je pense que c'est le bon moment pour passer à David Doré et à essayer de penser avec vous, d'abord, pourquoi avoir lu ce texte de David Doré, hein, qu'est-ce qu'il nous apporte à notre réflexion et qu'est-ce qu'il nous dit, cette notion de censure éditoriale. Vous me connaissez, mais j'aime m'arrêter donc au texte de corpus, les faire parler, voir comment il fonctionne, pour voir comment est-ce qu'au fond, il y a une configuration des idées en place dans les textes de fiction qui dépasse les discours critiques, ou donc qui les font bouger un peu, les discours critiques. Et je pense que c'est le cas ici chez David Doré, notamment parce que, bon, il y a une persona, hein, David Doré, vous le connaissez peut-être. Oui, mon cours littérature et sociologie, c'est un cas sur lequel on s'arrête, la polémique autour du XYZ. Donc, il y a eu une polémique autour de la revue XYZ dans laquelle il y avait des enjeux de censure, c'est-à-dire que personne n'a été censuré, mais il y a des gens qui ont eu peur de l'être et bon, il y a des prises de position diverses. Et plus tard, il y a eu d'autres publications de David Doré qui ont fait l'objet de micro-polémiques, notamment le livre Avant la mort, qui avait fait l'objet de commentaires un peu sceptique par son caractère, je dirais pas éthique, mais par son caractère questionnant. Donc, cette position de David Doré, donc, qui l'amène à publier les réinventions, donc petit recueil de nouvelles, donc la nouvelle que vous aviez à lire. Les réinventions sur recueil de nouvelles dans lesquelles il y a beaucoup de sociétés secrètes qui empêchent les livres de publier. Il y a des personnes qui doivent. Il y a la place du critique et du discours critique est très importante. Il y a le personnage David Doré qui est un écrivain qui se met à gagner tous les prix parce qu'il y a une conspiration pour l'aider à s'élever socialement. Donc, il y a vraiment un jeu sur le littéraire dans ce recueil-là. Mais avertissement me semble intéressant pour nous. Bon, d'abord, vous voyez bien le jeu avec le avertissement. Donc, cette idée qu'on doit annoncer d'avance les questions litigieuses au cœur dramatique, au cœur d'un texte pour préparer les sensibilités. Mais aussi, il me semble, au cœur du texte, c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter. Je ne m'y arrêterai pas vraiment, mais je vais le pointer. Il y a cette idée qu'il y a une inversion entre la censure morale dont on accuse parfois, dont on pointe l'augmentation de l'importance actuelle dans différents cas. Donc, on remplace la censure morale par une censure ou par une censure qui est esthétique. Donc, cette censure éditoriale dont je vous parle tout à l'heure, tout à coup, on la voit à l'œuvre comme censure par un effet ironique, par un effet de renversement. Je pourrais pointer certains éléments ici qui nous permettent de bien la voir. Par exemple, Vania Courtoise, qui est le personnage donc, au tout début de la nouvelle, qui est la première à avoir un sentiment vraiment d'attaque à son intégrité quand elle s'aperçoit qu'une phrase qui devrait être active, les phrases qui devraient être actives sont passives. Donc, on sent son trauma. Donc, elle est avocate. Donc, on pointe qu'il est avocat. Ce n'est pas dérisoire c'est pas futile plutôt dans la présentation. Les formulations elles-mêmes nous pointent quand même des situations qu'on a déjà vues dans des questions qui sont plutôt morales, comme comment avait-on pu laisser passer de telles bourdes, hein, de telles bourdes. Ici, ce n'est pas des bourdes morales, par exemple, comme, je sais pas moi, blackface dans le bye-bye, c'est un peu le terme qui était utilisé dans la réception de ce bye-bye-là dans les années 2000, je pense en 2015, un truc comme ça. Comment on fait passer de telles bourdes? Ben là, le telle bourde, c'est juste esthétique. On n'est plus dans le moral. Donc, là, on travaille vraiment les formulations dans le discours social pour les déplacer de l'éthique vers l'esthétique. Même chose un peu plus loin. Il dit, en fait, il s'agissait d'un bon roman dont le plaisir avait été gâché par un problème d'écriture. C'est ce qu'on retrouve aussi dans certains jugements de textes où est-ce que, ah oui, c'est un bon roman, c'est vraiment prenant, mais par exemple, les femmes ont des rôles subalternes. C'est un peu la lecture qu'il y avait eu de Arrival un jour. Martine Desbois a fait une lecture d'Arrival, elle a fait un texte dans Le Devoir, on retrouve des formulations très semblables. Donc, je ne dis pas que c'est les mêmes formulations, mais il y a un effet traduction, un effet de déplacement qui veulent remplacer, disons, les
les questions morales par des questions esthétiques. Ce qui rend aussi cette censure éditoriale outrancière. Hein. On la voit tout à coup, on ne peut plus ne plus la voir et on ne doit que l'interroger aussi, ce que ne fait pas la nouvelle. Hein. C'est-à-dire que pour la nouvelle ne fait que le jeu ironique, l'interrogation ne peut venir que de nous. On se dit, ben là, au fond, parce que censurer des œuvres pour leur piètre qualité, ce n'est pas aussi un problème du point de vue ici, notamment quand c'est juste le passage de l'actif au passif. Bon, M. Kantushi est psychologue et littéraire. Bon, donc on montre comment est-ce que la psychologie des traumas peut permettre d'arriver avec un discours qui est légitime et juste sur la littérature dans les médias. Donc, tout ça nous donne à penser que le débat, finalement, moral, quand il est posé en termes esthétiques, donc par ce que je nomme détournement ironique, la licence de création était permise, c'est Kantushi qui parle à la radio, là, du passage. Donc, la licence de création était permise, toutefois, il fallait prendre en compte les sensibilités esthétiques de tout un chacun. Donc peut être attaqué par, disons, trop grand nombre d'adverbes. Donc, c'est ma dernière slide, j'ai terminé ma présentation. Donc, l'ironie comme révélateur de cette littérature sauvage, c'est un peu mon hypothèse de lecture de ce texte-là, c'est-à-dire que pour moi, le texte de Doré nous permet par l'ironie, non pas de légitimer la censure éditoriale, mais quand même de la mettre tout à coup, hein, par ce renversement, sur le même pied. Et je ne pense pas que c'était, disons, une fin attendue, ce texte-là, mais tout à coup, on voit bien que juger les textes sévèrement sur la base de leur qualité, de la beauté de leur écriture, revêt une forme de violence. Bon, j'utilise la violence ici avec plein de guillemets, là, mais une forme de violence qui est lisible aussi comme la violence des censures morales. Et j'en reviens ici à Grande Marée, hein, cette anecdote qui ouvrait ma présentation. Les auteurs qui sont refusés sur la base de la non-qualité de leur manuscrit se sentent censurés. On leur enlève une parole, on leur enlève une possibilité d'exister. Et c'est vécu comme une forme de violence. C'est une violence, disons, naturalisée. Vous savez, la définition de l'idéologie que j'emprunte à Jerry Galton, c'est le fait de naturaliser ce qui est culturel. On naturalise le goût, on naturalise le bon, pour le cacher, finalement, pour le rendre naturel, c'est le rendre invisible. Et c'est un peu ce que le texte de Doré permet, c'est-à-dire de voir ce qui était réputé comme invisible, c'est-à-dire cette violence du choix, cette violence de la censure éditoriale qui peut-être n'est pas. Donc, voilà.